J'ai voulu aller dans les jeux vidéo. Avant, genre, je trouvais que c'était impossible. J'avais juste l'impression que c'était magique, puis c'était au Japon, du monde trop intelligent. Tu t'es rendu compte que n'importe quel peut faire ça. Ouais, exact. Aujourd'hui, on rencontre Étienne, Mike et Simon de Berserk Studio, une équipe de vétérans du jeu vidéo de Québec en activité depuis plus de 15 ans. Le rendez-vous aura lieu en plein chantier de construction au Upstack Mouvement Urbain, un gym de parcours sur le point d'ouvrir et dans lequel Simon est partenaire. C'est pendant la pandémie qu'il est tombé en amour avec cette discipline plutôt méconnue. Une super belle famille, une belle gang, une belle communauté. C'est affronter ta peur aussi, fait qu'il y a vraiment un côté philosophique qui est venu m'interpeller. C'est là que j'ai appris qu'il y avait plus que juste le fameux parkour des The Office. Quand je me plante, je dis tout le temps parkour, puis c'est bien drôle. J'avais 5 ans. Un de mes chums, il avait amené Ikari Warrior puis Mario Bros. Vers l'heure du midi qu'on a commencé, puis on a joué tout le reste de la journée. Mon père était là, puis il essayait de jouer un peu et tout. Finalement, il est le premier à avoir passé le tableau de Mario Bros 1, mais depuis ce temps-là, je l'ai dépassé pas mal. Là. Et je pense que ma mère avait trouvé ça. Ah, t'aimes ça, Nintendo? Je t'ai acheté une console. Puis elle est arrivée avec le Atari. C'était vraiment moins hot que le Nintendo. Puis je me souviens, mes chums de chez nous, ils disaient ah, wow, t'as full de jeux, t'en as une trentaine. Puis on passait à travers, puis oh, on va aller jouer dehors finalement. Une petite rue à Rimouski, qu'on a tous des kids, on a toutes notre console différente. Après l'école, il y avait tous les kids dans le sous-sol d'un des kids, puis on jouait à une nouvelle console. À soir, on va jouer au Sega, puis l'autre soirée, tu jouais au Nintendo, ou des fois, c'était genre des ordi bizarres que personne ne connaissait. On tripait bien gros sur Megaman. C'est là que j'ai pogné un peu la piqûre de vouloir devenir game designer. On dessinait des bonhommes de Megaman, genre des boss, parce que tous les boss de Megaman, t'avais genre Fireman, Iceman, whatever. Nous autres, on inventait. Commander 64 aussi. Commander King puis Duke Nukem avant que ça soit 3D et que ça soit violent. Je me rappelle Commander King que je tirais les gommes ballons puis je trouvais ça bien capote. Diablo 1, joué en coop, puis on a joué en pas propre à ce jeu-là. Moi et mon voisin, on s'était plugué en LAN pour jouer à Diablo 1, mais tu sais, il n'y avait pas d'Internet encore, fait qu'il y a un grand fil de genre 100 pieds qui dépassait entre nos deux maisons. Il fallait contourner en faisant tondeuse. Stay a while and listen. Si le parcours scolaire des gars de Berserk les a menés naturellement vers le milieu du jeu vidéo, ils ont rapidement décidé de prendre une avenue très peu courante à l'époque, se lancer en indépendant. À 21-22, où il y a eu un cours de jeux vidéo à l'université, c'est là que je tombe en amour. Je passais genre 10 heures par jour à que faire mon projet. Je travaillais avec Simon, parle genre, un moment donné, on dit ah, on devrait se lancer. On n'avait pas vraiment de grands plans, je dois avouer. Non, là, on va partir à mon compte, on va faire ce que je veux. Tu te rends compte que tu travailles juste à peu près à 50% des jeux vidéo, parce que les autres 50%, comptabilité, paperasse, marketing. Ouais, donc Mike qui est venu prendre ce chapeau-là. J'étais même pas supposé dans le jeu vidéo d'abord. On se rappelle quand je suis rentré, je supposé faire du web. Au début, j'étais social media manager, programmeur, marketing, bizdev. Ça, je fais tout. Je fais même le café puis je fais la vaisselle des fois. Là. Miyamoto, il me semble qu'il disait qu'il voulait pas travailler avec du monde qui faisait que des jeux vidéo. Il trippait sur du monde qui avait d'autres hobbies autour pour ramener des affaires. T'sais. Mon langage émotif, créatif, c'est vraiment la musique depuis que je suis tout jeune. Des choses qui m'inspirent le plus, peut-être plus l'humour que d'autres choses. Je vais écouter quelque chose de drôle, ça va me faire oublier qu'il y a de la misère humaine dans le monde. T'es-tu correct, man? Quand Berserk a été fondé en 2008, il était pratiquement impossible pour un studio indépendant de publier sur console. C'est pourquoi les gars ont choisi de développer sur la défunte plateforme Flash, qui permettait de diffuser ses jeux gratuitement et de pouvoir y jouer à même les navigateurs web. Notre idée à l'origine, c'était de créer un portail de jeux vidéo Flash. Mais on s'est rendu compte qu'on était plus des développeurs de jeux vidéo. Dans le temps, il y avait tous les casual games. C'était sur Internet que tu allais justement pendant ta pause café. Dans les locales informatiques du cégep. À ce jour, alors, des fois, je rencontre des gens qui... Ah, je me rappelle quand j'étais au secondaire, je jouais full à ton jeu, c'était vraiment bien. T'as bon âge! Quand j'ai rentré chez Berserk, Simon m'a donné les accès pour faire de la recherche un petit peu. Puis en regardant à travers les plays, c'était beaucoup l'Amérique du Sud, puis j'ai fait des recherches là-dessus. C'est les net cafés. Dans le temps, les autres qui n'avaient pas de console vraiment. Les sites nous payaient pour avoir l'exclusivité. On pouvait se faire sponsoriser. Tous les sites, mettons les Newgrounds, les Congregate, les Armor Games de ce monde,
il bidait. Quand c'était l'âge d'or, on pouvait monter quasiment jusqu'à 100 000 pour un jeu Flash. Ça te couvre une année de production à 3 ans, mal payé assez vite. Mais on avait aussi les revenus publicitaires. Mais ça, c'était pas un gros pourcentage de nos revenus. Mais On a reçu encore. Ah ouais? Genre, on a reçu 27 cents de CPM Star. Oh wow! On était dans les débuts des microtransactions, ça avait pas plu au monde, mais ben. On avait un personnage dans un jeu qui fumait une cigarette, il disait qu'on était payé par une grosse compagnie de tabac. Ça, j'attends encore un chèque de Dubois. La communauté nous voyait comme une méga corporation et super evil. Puis aujourd'hui, que ça va mieux, ben on est vraiment plus vu comme les petits indies qui ont un ou deux jeux de fête. Après un âge d'or autour de 2010, les jeux Flash ont vu leur popularité décroître graduellement, jusqu'à leur mort officielle en 2020 quand le logiciel a été discontinué. C'est donc plus d'1 million de jeux qui sont disparus d'un coup. Mais les souvenirs des joueurs, eux, étaient toujours bien vivants. La raison pourquoi on a fait Flashback, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui avait dit « Hey, moi et mon frère, à chaque Noël, on a une espèce de rituel. On joue à Rocket Santa ensemble. Là, les jeux Flash sont en train de mourir. Puis, as-tu une manière de pouvoir jouer à Rocket Santa? » J'étais « Ah, man, c'est tellement crève-cœur. » Le lendemain, j'ai fait « Attends, je vais essayer. » Puis là, j'ai recreusé le vieux code, j'ai ressorti ça. Je me suis rendu compte qu'on était capable de juste recréer tout le stock. Puis en même temps, je trouvais ça plate de tout délaisser le travail qu'on avait fait en 15 ans. On a perdu une coupe parce qu'il y en a une coupe qui ont carrément disparu. Où on n'avait pas les droits. Où on n'avait pas les droits, mais on a récupéré quand même beaucoup. On l'a eu quand même rough parce que je me souviens qu'en 2013, on a fermé nos studios. Jeux Flash commençait à mourir. À l'époque, notre porte de sortie était allée vers le mobile. Les personnes ne savaient trop comment ça marche, puis c'était un petit peu tout croche. On a fini par revendre tout notre back catalogue de jeux mobiles pour se remettre debout. Puis après ça, on a sorti Up My Dog. Et on a comme retombé dans le bas de l'échelle. On était les kings du Flash, puis on a retombé, puis là, faut refaire nos classes, puis justement réapprendre toutes les affaires. À l'époque, on se disait, faut sortir un jeu à peu près aux 2 ou 3 mois. 2-3 ans sur un jeu, t'as le temps de t'écœurer. Peut-être quand t'as un jeu à 2 mois puis tu ships, tu peux essayer plein de designs. Ça nous a donné vraiment une expérience qui vaut de l'or. Il y a beaucoup de devs qui c'est se rendre au finish line qui est dur. Ouais. On s'est rendu au finish line plus que 30 fois. Il y a un jeu qu'on a fait, il a pas pogné. On a repris le même jeu exactement. On l'a reskinné, puis ça a été un gros succès. Puis il y a une seule personne, c'est un de mes chums, qui m'a dit « Hey, ça se peut-tu que ce soit les mêmes levels? » Mais personne d'autre sur Internet s'en est jamais rendu compte. Aujourd'hui, je sors du sac, on a rescué un jeu. C'est donc après une période d'incertitude que Berserk va sortir en 2018 Just Shapes and Beats, un premier effort disponible sur toutes les plateformes. Le jeu va charmer la critique avec son mélange simple et hautement efficace de visuels colorés et de musique survoltée. Le Shapes and Beats est arrivé un peu comme un accident de char sur le site. Ça a été un game jam qu'on a fait en 48 heures. On a envoyé un concours. Ben, ça a marché. Le monde, hey, c'est vraiment malade ce jeu-là, c'est cool, hein, la musique, pis tout. Puis, hey, on a gagné un prix. T'es comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Dans les conventions, on avait un ami avec qui on avait un inside joke qui était juste comme si un jeu n'a pas Liu Kang dedans de Mortal Kombat, c'est pas un vrai jeu. Puis à un moment donné, il me disait Just Shapes and Beats, il est où Liu Kang? 6 mois plus tard, je suis en train de streamer, je fais que je vais mettre Mortal Kombat puis je vais juste mettre des bonhommes qui ressemblent à Liu Kang, mais qui n'est pas Liu Kang. Hein? Merci. On l'a oublié dans le build pour PAX. Oublié dans le build. On arrive à PAX South à San Antonio, puis Jesse Cox, l'influenceur, qui passe juste à l'arrière pendant que la toune joue. La toune de Mortal Kombat. Puis là, tout le monde avait du fun, puis moi, j'ai pleuré. J'ai réalisé qu'il fallait qu'on le fasse à cette heure parce qu'il y avait des caméras partout. Il fallait que je trouve les droits. On contacte le band original qui n'existe plus. Il fallait que je trouve c'est qui existait encore parce que des bandes d'acide techno des années 80 qui sont plus ici maintenant. Je n'ai trouvé un. Ça m'a dit, il faut que tu parles de notre label. Le label n'existe plus. Je parle au label qui existe à cette heure qu'il l'a. Ce label-là il a fait banqueroute. Il fallait qu'il vende ses droits à quelqu'un d'autre. J'ai envoyé un fax à Sony après 8 mois. Ça a juste pris environ 12 à 16 mois à avoir ces droits-là. Puis une fois que j'ai trouvé ces droits, il fallait que je trouve les autres droits. Entre-temps, ils les avaient pas. Puis ils ont re-eu. Je les ai recontactés. On a fini par les avoir. Liu Kang wins. 4 ans plus tard, Berserk récidive sur toutes les consoles avec Infernax, un hommage sanglant aux vieux jeux de Nintendo qui ont bercé leur enfance. Un véritable projet de cœur sur lequel l'équipe travaillait déjà depuis de nombreuses années. À un moment donné, on a dit, on va rentrer une fin de semaine, on va faire un jeu vite, en pixel art. On voulait que ce soit
le feel de ce que tu te rappelles. Rider la ligne entre moderne et rétro. Finalement, ce jeu-là a été shelvé. L'ambition pour ce jeu-là a toujours grossi. À la fin, c'est une belle histoire. Hein? On a eu plein de nominations, Game of the Year. C'est le fun que ça ait résonné autant. Ça a été la production la plus houleuse. Si quelqu'un me demande quoi pas faire, ben, ça. Quelque part, ça va être inspirant. Quand, OK, ces gars-là, ils savent vraiment pas ce qu'ils font, puis ils ont réussi pareil. Dans notre prochain épisode, direction Montréal, avec un petit détour en chemin pour rencontrer des créateurs passionnés de jeux, de culture et d'histoire. C'est vraiment